Individualité, c'est ça le racisme. Quand on parle de communautarisme, on parle de troupes, de troupeaux, on parle de nous en troupeaux. On réfléchirait de la même manière, on aurait la même pensée. On aurait de cesse qu'à vouloir être ensemble pour faire des choses dont on ne sait pas, des trucs obscurs qui viseraient à anéantir on ne sait pas quoi. Tu vois bien que c'est de la folie, tu vois bien que c'est un délire. Bah après, tu sais, je sais, ça dépend qui parle, qui trouve ça agressif. Par exemple, en France, un noir qui dit il y a du racisme, tout de suite c'est de l'agression, tu vois, tout de suite c'est violent. Tu vois, quand moi je raconte mon histoire, c'est juste raconter mon histoire, tu vois, c'est dire bah voilà, il se passe ça, voilà où je vis, voilà d'où je viens, voilà ce que je pense, et tout de suite c'est agressif. Ça dépend c'est le point de vue de qui. Ouais. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas agressif, c'est juste je raconte mon histoire. Mais en France, si tu as un rebeu ou un renois qui raconte son histoire, il y a deux solutions. Soit il se plaint, en gros, soit il casse les couilles, il est en train de geindre, tu vois, soit il est violent. Mais ça, tu sais le mythe du noir agressif, ça a toujours été pour le disqualifier de penser. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque, en tout cas en Occident, la colère, c'est l'ennemi de la réflexion. Ça, c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que en gros, tu es primitif. Tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça, c'est une façon de te disqualifier. C'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce ne soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule, tu vois, que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute-puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression, sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça? Personnellement, moi, j'en ai pas grand-chose à foutre, tu vois. Enfin, je veux dire, je me sens pas plus discriminé dans le rap que dans la société, tu vois. Et puis peut-être par rapport à d'autres meufs, j'en ai vraiment particulièrement rien à foutre, mais pas seulement des gars qui estimeraient qu'en tant que gars, ils ont plus leur place, mais je sais pas, tu sais, enfin, des gens en général, quoi, tu sais, moi je suis vachement dans mon coin, tu vois, je suis dans mon coin, je viens, je fais mon truc, tu vois, tu sais, j'ai pas demandé la permission de vivre, donc je vais pas demander la permission de rapper, donc effectivement, il y a sûrement des trous du cul et des connards partout, mais c'est vraiment pas mon problème. Si c'est les hommes qui décident de comment doivent être les femmes, bah, il y aura toujours quelque chose à dire, parce que de toutes les manières, il y a des femmes qui sont plus masculines, il y a des femmes qui sont féminines comme on entend la féminité. En fait, il y a des femmes, il y a chaque individu est femme comme il veut en fait. Et tu te rends bien compte de ce que tu es en train de me dire, c'est que la plupart de ces critiques ou de cette façon de percevoir la femme vient des bonhommes, mais c'est là qu'est toute la problématique. Les femmes ne sont pas là pour être validées par les hommes, par leur regard. T'es la meuf que tu veux en fait. T'es la meuf que tu décides d'être, tu vois. T'es pas là pour être validé ou pour mettre à l'aise la virilité ou la masculinité de qui que ce soit. Tu vois, je peux être comme je veux, j'ai pas besoin d'être validé par quelqu'un. J'ai pas besoin qu'on me redresse, j'ai pas besoin qu'on me corrige, j'ai pas besoin qu'on m'explique comment parler, comment me tenir, je fais ce que je veux. Voilà. Chacun est l'être humain qu'il décide d'être. C'est ça l'histoire. On voudrait que ce qui se passe pour les femmes dans le rap, ce soit différent de ce qui se passe dans la société. La question, elle est dans la société, elle n'est pas dans le rap en fait. Tu vois, parce que ce serait trop facile de faire porter au rap tout le poids du sexisme et du machisme. Le rap, il est à l'image de la société. C'est peut-être dur pour les meufs, c'est compliqué pour les meufs, elles sont moins présentes. Mais comme partout dans toutes les strates de la société, c'est pareil en fait. C'est pas différent. Certains rappeurs, beaucoup de footballeurs, ça pose un problème. Ça c'est le point de vue colonial. Quand c'est des Noirs et des Arabes qui ont des thunes, ils ne dépensent jamais bien, ils sont toujours vulgaires. Tu vois, il y a toujours de la vulgarité. Par contre,
tu vois. On interroge toujours l'argent des parvenus, l'argent de ceux qui l'ont gagné en n'ayant rien avant. Par contre, l'argent des vrais fortunés, c'est-à-dire des aristocrates de France, ou cet argent vraiment qui se transmet de génération en génération, on ne l'interroge jamais. C'est-à-dire on ne trouve jamais vulgaire qu'un seul mec ait un château de 2000 mètres carrés dans le Loiret. Ça, c'est pas vulgaire, ça c'est de l'argent bien dépensé. Je sais pas, ça c'est un point de vue de colon, ça, tu vois. Je veux dire, on va te parler des jantes de Benzema, tu vois, mais on va pas te parler du château de François Fillon. C'est un point de vue, ça dépend de qui parle, c'est tout. Vu que c'est les mêmes qui parlent et qui comprennent pas, qui nous comprennent pas, qui nous aiment pas, qui veulent pas nous voir, bah tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça pose problème, de toutes les manières. Tu dois reconnaissance, pourtant c'est ton bled, hein. Tu t'en fais ce que tu veux de ton bled, t'as pas à dire merci d'être français. Bah, pourtant, il y a certains Français qui, eux, doivent remercier tout le temps en permanence d'être Français. Tu vois. Donc voilà, donc se comporter en bon français. Si tant est que ça veuille dire quelque chose de se comporter en bon français. Tu vois. Donc voilà, être discret, ne pas être bruyant, ne pas être satisfait de soi-même. Tu vois. Avoir la reconnaissance de ses pairs, à savoir qui c'est, on ne sait pas. Enfin, je sais pas, c'est toujours... Enfin, c'est la même histoire. T'as vu, tu montes un truc, je vais te redire le même truc. Tu vois, c'est comme si c'est un truc ça tourne en boucle, en fait. Ça tourne en rond. Je réagis à un truc que j'ai dit et que je continue à penser parce que c'est réel. Parce que l'imaginaire colonial français, il est là, il est réel. Le traitement colonial des Noirs et des Arabes en France, il est réel. On raconte pas de conneries. Même là où on vit, on appelle ça des territoires. T'imagines, pourtant c'est la France. Ce serait des territoires perdus, des territoires à conquérir. Il y a même de la conquête. Tu vois bien que c'est un délire. Tu vois bien que c'est complètement délirant. Vraiment, l'élite pense de cette manière. Tu vois, nous veut à un certain endroit parce que c'est un endroit qui est confortable, auquel elle nous a toujours assigné ou pensé, et que c'est vraiment extrêmement bousculant, gênant, inconfortable qu'on puisse se déplacer. Ça, c'est réel, parce que leur vision du monde s'équilibre à partir de nous étant à la place qu'ils pensent nous avoir assignée. Tu vois, je pense que c'est réel. Bien sûr, enfin, il y a des trucs que... Après, artistiquement, il y a des trucs que j'aime ou que j'aime pas, tu vois ce que je veux dire. Après, sur le positionnement des uns et des autres, à savoir que tous ces mecs-là existent, bah ouais, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit d'exister, tu vois ce que je veux dire. Mais le regard qu'on peut porter sur eux, c'est ça qui peut me déranger. Après, moi, le regard que je porte artistique, on n'en a rien à foutre, mais c'est toujours à peu près les mêmes qui parlent. C'est les mêmes qui décident, qui font les modes ou qui font les tendances. Voilà, ça c'est bien, ça c'est vulgaire, ça prête à intérêt, ça prête pas à intérêt. C'est à peu près les mêmes qui parlent. En gros, c'est toujours les mêmes petites cliques, la même petite élite, tu vois, que ce soit intellectuel, culturel, qui va t'expliquer ce qui est bien ou ce qui est pas. Donc moi, c'est plus ces élites, tu vois, culturelles, économiques ou sociales, c'est plus ceux qui me dérangent. En gros, je me dis, pour qui ils se prennent. Le rap et les rappeurs n'a jamais été aussi présent, c'est la première musique en France. C'est celle qui crée des emplois, et même dans les maisons de disques, et même chez ces décideurs, tu vois, qui le méprisent, c'est ces rappeurs qui les engraissent. Donc la place du rap, elle est parfaite. Le rap, il a le droit aussi à accéder à la variété. Il a le droit à l'embourgeoisement. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est très bien. J'adore voir un pauvre gagner de l'argent. C'est parfait, c'est quelque chose qui me satisfait au plus haut point. C'est très bien, tu vois. Parce qu'on sait très bien que à 85%, de tous ceux qui accèdent par le rap à une forme de statut social, au statut économique, on sait que la plupart, on leur aurait pas donné un taf au niveau de leur diplôme. Et ça, c'est réel, tu vois. Donc voilà, il y a des créations de postes et c'est parfait, c'est super. On dit ça à chaque élection, qu'il y a une droite décomplexée, que le racisme se libère. Mais tu sais, t'as vu, après, c'est peut-être moi, ma grille de lecture, tu vois, ou ma façon de regarder les choses, mais j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Hein, après, je te dis, ça dépend de la position que t'occupes, quoi, tu vois.
Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Enfin, leurs conneries, là, où ils les racontent toute la journée depuis des années. Enfin, j'ai l'impression que depuis que j'y suis, j'entends que des conneries, moi, en France. Ouais, mais tu sais, il y a une sorte de vernis, normalement, et là, Bamboula, tout vole en éclats, quoi. Enfin, Bamboula, c'est convenable. Il y a quoi? C'était il n'y a pas si longtemps, Guerlain, il a dit les nègres n'ont pas autant travaillé. Enfin, je sais pas, c'est tout le temps. Elle était chaude, celle-là, elle était chaude. Bah, il y en a plein. Hein. Il y a eu, je sais pas, Sarkozy, le discours de Dakar. Enfin, c'est tout le temps. Mais après, soit tu les entends ou tu les entends pas. Je pense pas avoir une oreille bionique. Mais peut-être que moi, j'y fais plus attention à ces trucs-là, tu vois. Mais c'est toute la journée. Mais toute la journée. Après, je te dis, c'est peut-être une grille de lecture. Moi, toute la journée, je vois des trucs. Non, je pense qu'il y a le racisme, c'est comme la mode. Il y a des tendances, tu vois. Le voile islamique est une tendance. C'est-à-dire le racisme a ses saisons, automne-hiver, printemps-été, tu vois. Donc, des fois, ça dépend, tu vois ce que je veux dire. Des fois, c'est l'insécurité en banlieue, tu vois. Des fois, c'est l'incivilité en banlieue. Des fois, c'est le communautarisme. Des fois, c'est le voile islamique. Et là, c'est vrai que les Asiates, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé, tu vois. Et là, au détour d'un prétexte, on est d'accord, on va pouvoir se lâcher tranquille sur les Asiates. C'est tout. C'est-à-dire que le racisme, il n'a pas 15 millions de formes, il n'en a qu'une, tu vois. Et c'est à peu près toujours les mêmes ou sur le même mode qu'on se lâche. C'est-à-dire que là, l'excuse, c'est la peur de la mort. Tu vois, voilà. Ce serait les Asiatiques sont potentiellement mortels à fréquenter. Écoute, là pour l'instant c'est eux. D'ici qu'on trouve un remède au coronavirus, le racisme anti-asiate peut-être sera en dormance, tu vois. Mais il y a du racisme aussi anti-asiate positif, hein, c'est-à-dire ils sont bons en informatique aussi. Pour moi c'est la même chose, hein. C'est le même truc. C'est que là c'est la peur de la mort, donc ça justifie tout. Tu vois, la peur de la mort, c'est l'urgence même, tu vois, parce qu'il n'y a pas plus urgent que d'essayer de survivre. Donc du coup, là, c'est le lâcher de ballon complet sur les Asiates. mais vraiment, mais chaud. Tu vois, là, en France, pas la plupart des Français, mais il y a toute une éducation à l'autre, qui n'est pas soi, tu vois, faite autour des colonies. C'est comme ça que les Français ont découvert les autres, tu vois. Ils ont découvert les autres à travers leurs colonies. Des gens qui possédaient, des terres qui possédaient, qui pensaient être à eux. Et t'imagines, c'est assez particulier de se dire qu'on possède des gens et on possède des terres. Et c'est comme ça qu'en France, pendant des siècles, on a été en contact avec des Asiatiques, avec des Africains, avec des Amérindiens, avec des Polynésiens. C'est à travers les colonies, donc à travers un système de domination. Ça, pour déconstruire ça, ça va être super chaud. Parce qu'il y a tout ce qui va avec, il y a tout le discours, il y a toute l'impunité, la façon de les regarder, de les traiter, de parler d'eux, de les juger. Mais tout ça, ça vient avec l'éducation coloniale. La France a été un empire colonial pendant très longtemps et elle l'est encore quelque part, puisque la France possède la Guyane, possède la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, que la Polynésie française, ce sont des territoires d'outre-mer, que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire d'outre-mer, Mayotte, tu vois, il y a encore des résidus de colonies. Non, mais attends, l'histoire elle est différente aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait la ségrégation. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en France, ils sont toujours en train de comparer avec les États-Unis en disant oui, il y a du communautarisme et communautaire. Déjà, une chose, il y avait des lois, la loi de Jim Crow, la loi de ségrégation. Les Noirs étaient entre eux, les Blancs étaient entre eux, mais pas parce qu'ils avaient choisi, c'était un choix. C'est parce que c'était légiféré comme ça. Elle est déjà là, l'histoire. Donc du coup, il y a une économie noire qui s'est développée entre elles, une économie blanche. Donc une fois même la ségrégation terminée, bah oui, c'est resté, tu vois. Mais c'est aux États-Unis, le communautarisme, c'est pas vécu comme un problème. Je veux dire, si ils ont envie de parler entre quatre Noirs, ils ont le droit. Ici, c'est vécu un problème, surtout un problème quand c'est certain. Puisque la plus grande communauté en France, c'est la communauté blanche. Mais elle ne s'estime pas être une communauté. Si moi, je parle avec deux Renois, ça y est, on fait du communautarisme. Mais toute la journée, je vois des Babtous parler entre eux, c'est pas un problème. Là, tu me parles de communauté de race, mais il y a des communautés, je sais pas, d'orientation sexuelle. Par exemple, le Marais. Tu vois, il y a plein de façons d'être communautaire. Il y a les Bretons qui se retrouvent près de la gare Montparnasse. Il y a les Auvergnats qui se retrouvent près de la gare de Lyon avec les brasseries auvergnates. Et ça, c'est pas du communautarisme.
Tu vois, il y a des, je sais pas, il y a les anciens de Polytechnique qui se retrouvent entre eux, tu vois, parce qu'ils ont envie d'être entre eux, entre anciens de Polytechnique. Il y a plein de façons de se rassembler sur plein de postulats différents, tu vois. Mais si c'est des Renois entre eux, des Rebeux entre eux, des Chinois entre eux, ça y est, c'est la guerre. Mais si les Indiens ont envie d'être entre eux dans le 10e, ils ont le droit ou pas? En gros, le communautarisme, c'est dire que quand des Noirs sont ensemble, ils ne sont que Noirs, ce ne sont pas des individus. Quand des Arabes sont ensemble, ils ne sont qu'Arabes, ce ne sont pas des individus. Par contre, les Blancs ont droit à leur individualité. Mais tout le monde a droit à son individualité. Même si tu es avec des gens qui ont ta carnation de peau, tu es un individu. Tu n'es pas l'autre. Toi et moi, on est noirs, on n'est pas pareil. On n'a pas le même caractère, on ne vient pas des mêmes endroits, on ne pense pas de la même manière. C'est te retirer ton individualité, c'est ça le racisme. Quand on parle de communautarisme, on parle de troupe, de troupeau, on parle de nous en troupeau. On réfléchirait de la même manière, on aurait la même pensée. On aurait de cesse qu'à vouloir être ensemble pour faire des choses dont on ne sait pas, des trucs obscurs qui viseraient à anéantir on ne sait pas quoi. Tu vois bien que c'est de la folie, tu vois bien que c'est un délire, tu vois bien que c'est délirant, tu vois. C'est ça la carotte du communautarisme, c'est t'enlever ton individualité, de faire de toi un mouton parmi le troupeau. C'est-à-dire j'ai beau être avec 15 Renois, je ne suis pas eux. Je suis moi. Tu vois? Pourtant, quand il y a 6 millions de blancs ensemble, on ne leur retire pas leur individualité. On ne dit pas ils sont tous les mêmes. Ils pensent de la même façon, ils vont dans la même direction. Il y a de la nuance. Nous, on ne nous prête pas de la nuance. Tu vois, c'est ça la carotte du communautarisme. Donc se dire que peut-être pour que ça puisse passer, il faudrait que économiquement... Mais ils s'en foutent, c'est pas ça. Le racisme, c'est aussi bête que ça. C'est comment tu enfermes l'autre. Parler de communautarisme, c'est enfermer l'autre. C'est l'enfermer dans sa couleur ou dans sa religion. C'est ça la douille. Alors que ceux qui ne seraient pas communautaristes, eux auraient droit à toutes les sensibilités politiques, toutes les religions, toutes les sensibilités culturelles et artistiques. En gros, tu es un individu. Et si tu es Renois, tu es avec 4 Renois, on est pareil. On pense de la même manière, on a la même religion, on mange la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bon. C'est pour ça que je te dis à un moment, faut que nous, on arrive à plus calculer. Quand c'est fou et que c'est dingue, c'est même pas un sujet de conversation, faut pas calculer. C'est tarté en fait, tu vois, c'est fou. Et pourtant, ici dans ce bled, ils se gargarisent avec ça, ce mot communautaire, communautarisme. Bon bah si c'est ça, comme je l'ai dit là-dedans, dans cette interview, bon bah la plus grande communauté que je connaisse, elle est blanche. Et en plus, elle a le pouvoir. Donc à la limite, qui est le plus en danger? Quelle est la communauté? Si communautarisme il y a, quelle communauté est la plus dangereuse? Non, bah, je te dis, comme je vous ai dit, je dis c'est marrant qu'on reprenne cette interview. Sur l'interview, je m'étais grave vénère par rapport à aujourd'hui. Je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais j'étais vénère. J'étais même ma façon de parler, j'étais vénère. Tu vois, donc c'est marrant, tu vois, d'avoir un peu de recul, mais comme on se le disait hors caméra, bon bah si on a malheureusement aujourd'hui encore le même sujet de conversation, c'est que ça bouge très lentement, très malheureusement, mais moi je me dis que ça bouge quand même. Tu vois, en 2 ans, il y a 2-3 trucs qui ont bougé quand même. Enfin, quand même. Pas assez rapidement au goût de tout le monde, mais il se passe quelque chose quand même. La preuve, on est là et on en parle librement et on est cool. Tu vois. Donc voilà, c'était juste ça.